Le rendez-vous du midi sur Al24 News, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Après l'attaque survenue dans une école militaire à Homs en Syrie, les familles des victimes enterrent leurs proches. Au même moment, l'envoyé spécial de l'ONU a condamné l'attaque terroriste. Pour la numéro 1 du Fonds monétaire international, le continent africain va avoir un troisième représentant au FMI, un acquis pour le continent au sein de l'organisation financière. Pour Budapest, il est impossible de se mettre d'accord sur l'immigration. Viktor Orban estime qu'il s'agit de contraintes à l'égard de la Pologne et la Hongrie. Selon le Kremlin, plusieurs éléments du groupe paramilitaire Wagner ont rejoint l'armée régulière russe. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Moins de 24 heures après l'attaque qui a visé une école militaire à Homs, en Syrie, les funérailles ont débuté ce vendredi pour les quelques 110 victimes de l'attaque de drones lors d'une cérémonie de promotion d'officiers à laquelle Damas a répliqué par des bombardements intensifs de zones rebelles. Parmi les victimes figurent 31 femmes et 5 enfants, ainsi qu'une vingtaine de civils parmi les invités à cette cérémonie. Et l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geert Pedersen, a appelé de son côté à une désescalade immédiate de la violence. Les scènes horribles d'aujourd'hui rappellent la nécessité d'une désescalade immédiate de la violence et d'un cessez-le-feu national et d'une approche coopérative de la lutte contre les groupes terroristes inscrits sur la liste du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré Pedersen dans un communiqué publié à Genève. Actualité en Algérie, le Premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, s'est exprimé à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société régionale de l'habitat et de l'hébergement en Afrique, Shelter Africa. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que l'Algérie accorde une attention particulière aux projets intégrés susceptibles de contribuer au développement du continent africain, à l'image de la route de l'unité africaine, ainsi que la liaison axiale transsaharienne en fibre optique et l'ouverture de banques algériennes dans les pays africains. La rencontre d'aujourd'hui revêt un caractère important et constitue une escale éminente dans le processus de renforcement des visions et de leur convergence en Afrique, surtout que nous nous apprêtons à transformer Shelter Afrique en une institution bancaire chargée de financer les projets sur le continent africain, en plus d'une dynamique qui répond aux besoins de nos peuples africains. Je profite de l'occasion pour rappeler à la création d'un bureau régional Shelter Afrique, dont le siège sera à Alger, consacré aux pays nord-africains et les pays du Sahel. Coopération toujours, réunion à Bruxelles entre le ministre de l'Énergie algérien, Mohamed Arqab, et l'Union européenne. L'UE salue le rôle de l'Algérie en tant que partenaire énergétique stratégique pour le continent européen. L'Algérie restera toujours un fournisseur important pour l'Europe en matière de gaz, comme cela a toujours été le cas, à travers un engagement sain et régulier, malgré les conditions difficiles, notamment lors de la période du Covid-19 qu'a traversé le monde. Et l'Algérie a été un fournisseur de confiance et sûr vers le continent européen. Concernant la 4e commission de décolonisation des Nations Unies à New York, une plateforme d'Amérique latine et des Caraïbes a réitéré sa solidarité avec le peuple sahraoui dans son droit à l'autodétermination. Cette plateforme a également exprimé le droit à l'indépendance du peuple sahraoui. Notre agenda était, globalement, d'intervenir durant la 4e commission, dénoncer les arbitralités commises par le Royaume du Maroc portant préjudice au peuple sahraoui dans les zones occupées, la spoliation permanente et systématique de leurs ressources naturelles et la construction d'un mur qui fractionne le peuple et ses ressources.
Et c'est la poursuite des travaux de cette 4e commission de décolonisation au siège de l'ONU, avec pour thème plusieurs dossiers, notamment la question du Sahara occidental. Ce territoire non autonome est soumis au processus de décolonisation conformément aux résolutions onusiennes. Le point avec Lila Gertal. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, n'a pas hésité à appeler, lors des travaux de la 4e commission de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de décolonisation, à œuvrer pour parachever le processus de décolonisation du Sahara occidental. Le représentant du Front Polisario a rappelé aux États membres de la commission que, de par leur statut, ils sont appelés à respecter, à promouvoir la liberté de la dernière colonie d'Afrique. Il n'y a pas d'alternative, dira-t-il, à l'exercice libre et démocratique pour le peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui bénéficie du droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. C'est un droit que ni le temps ni les aspirations illégitimes que le colon marocain veut imposer par la force depuis 1975 ne peuvent perturber. Il n'y a pas d'alternative au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Le représentant du Front Polisario, Sidi Mohamed Ammar, n'a pas été avec le dos de la cuillère non plus et a même qualifié de honteux et d'insultant de voir un État voyou tel que l'occupation marocaine, dira-t-il, présent dans cette commission pour parler du droit international et des droits de l'homme. It's really a shame and insult. C'est honteux et humiliant pour l'ONU de voir le Maroc présent dans cette commission pour parler du droit international et des droits de l'homme alors qu'il poursuit sa colonisation illégitime des terres sahraouis et opprime le peuple depuis des décennies. Ceci est inacceptable et impardonnable. Vous, les États membres, vous êtes appelés à respecter la liberté du peuple sahraoui et à œuvrer pour mettre fin à la dernière colonie en Afrique. Ceci en rappelant que plusieurs États intervenant lors de cette 4e commission chargée de la décolonisation ont mis en exergue le caractère illégal de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Actualité continentale, toujours une mission d'observation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est arrivée à Monrovia, la capitale du Libéria, en début de semaine à l'occasion des élections présidentielles et législatives prévues mardi prochain dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La mission conduite par Ataïrou Jega, fort d'une centaine de membres, aura des séances de travail avec différentes parties prenantes, notamment la Commission électorale nationale, le gouvernement, les organisations de la société civile, ainsi que les partis politiques et les candidats. Et dans la région du Sahel, le désengagement des militaires français du Niger, annoncé par le président français Emmanuel Macron le 24 septembre passé, a commencé jeudi 5 octobre. Pour l'armée, le temps est compté, puisque le retrait des 1500 militaires français doit être achevé d'ici la fin de l'année 2023. La situation a été tendue entre les autorités de transition et Paris après le coup de force du 27 juillet dernier et la destitution du président Mohamed Bazoum. Nous vous le disions en titre, pour Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, l'organisation prépare la voie pour un 3e représentant africain au Fonds monétaire international. Cette 3e place sera synonyme d'un appui pour le continent et ses intérêts financiers et économiques. J'ai de bonnes nouvelles pour l'Afrique. Nous avançons dans la préparation d'un 3e représentant de l'Afrique subsaharienne au sein de notre conseil d'administration. Il y a encore des discussions. Comment le continent africain se rassemble-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Mais en fin de compte, cela signifierait une voix plus forte pour l'Afrique. L'actualité dans ce journal, c'est aussi le dossier brûlant de l'immigration en Europe. Pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Budapest et Varsovie n'ont aucune chance d'obtenir un compromis ou un accord sur l'immigration. Déclaration faite dans un contexte tendu sur le sujet après le déferlement de plusieurs migrants sur l'île de Lampedusa en Italie ces derniers jours.
La Pologne et la Hongrie n'étaient pas satisfaits de la proposition, mais ils nous ont fait passer. Je veux dire qu'ils ont fait passer la proposition. La Hongrie et la Pologne ont donc été totalement exclus. Après cela, il n'y a donc aucune chance d'obtenir un quelconque compromis ou d'accord sur l'immigration. C'est politiquement impossible, pas aujourd'hui et de manière générale pour les années à venir. Parce que légalement, il y a une violation. Si vous êtes forcé à accepter quelque chose que vous n'aimez pas, comment est-ce possible d'avoir un compromis, un accord? C'est impossible. Et justement, le rendez-vous de Grenade, qui réunit plus de 47 pays et les 27 de l'Union européenne, va se pencher sur plusieurs dossiers qui secouent le vieux continent, notamment le conflit en Ukraine et la crise au Haut-Karabakh, ainsi que la question du Kosovo. Le point avec Safwan Ben Sabri. C'est à Grenade que se réunissent les pays membres de la communauté politique européenne, composée des 27 de l'Union européenne et leurs voisins, dont l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Turquie, entre autres, pour un total de 47 pays. Plusieurs sujets de premier ordre seront à la table des matières pour ce sommet qui intervient dans un contexte européen et international sujet à des tensions multiples. Crise migratoire, guerre en Ukraine, conflit dans le Haut-Karabakh, des sujets qui rassemblent et d'autres qui divisent, preuve en est la double absence de la Turquie et de l'Azerbaïdjan au sommet. Ukraine, Arménie et Kosovo, 3 foyers de guerre aux portes de l'Europe qui viennent casser le mythe de l'îlot de paix européen. D'autant plus que ces 3 foyers se trouvent à des frontières civilisationnelles et menacent ainsi directement les intérêts européens. L'Ukraine concentre une bonne partie des préoccupations des leaders européens. L'aide allouée à Kiev pourrait être une victime collatérale de la guerre interne chez les républicains américains qui viennent de démettre le chef de la Chambre des représentants suite à un désaccord sur le financement de l'effort de guerre ukrainien. En cas de paralysie américaine, l'Europe pourra-t-elle prendre le relais? Rien n'est moins sûr. Actuellement, les 27 fournissent ensemble plus que les États-Unis, mais Washington reste le leader de l'Occident. Un changement de cap américain pourrait mettre l'Europe en mauvaise posture. D'autant plus que les 27 ont d'autres sujets de premier ordre. La question migratoire menace la stabilité européenne, alors que Lampedusa fait face à l'une des plus graves crises de son histoire. En marge de ce sommet, le roi Philippe d'Espagne organisait un grand dîner dans un cadre exceptionnel. Les dirigeants des États membres de l'Union européenne et les dirigeants de certains pays voisins se sont retrouvés en Andalousie pour assister au sommet de l'année 2023. C'était sur le site de l'Alhambra qui venait ainsi conclure la rencontre de Grenade. Cet ensemble de bâtiments est l'un des sites les plus visités d'Espagne et l'un des plus somptueux témoins de la période musulmane en Espagne. Pour le Kremlin, plusieurs milliers de combattants du groupe paramilitaire Wagner ont intégré les troupes régulières de l'armée russe, une affirmation du président russe en plein conflit ukrainien qui perdure depuis 2022. Il n'y a pas encore de consensus en Russie sur la nécessité ou non de telles formations, mais aujourd'hui je veux dire avec certitude que plusieurs milliers de combattants de cette société, groupe paramilitaire Wagner, ont déjà signé des contrats avec les forces armées. Ils veulent le faire, et si c'est ce qu'ils veulent, alors ils prendront part au combat armé. On revient au sujet de l'immigration, cette fois-ci outre-Atlantique, entre les États-Unis et le Mexique. L'administration américaine va construire une nouvelle barrière le long de la frontière avec le Mexique, malgré la promesse de Joe Biden en tant que candidat de ne pas poursuivre la construction d'un mur frontalier qui a été défendu par l'ancien président Donald Trump. Les interceptions d'immigrés clandestins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique se sont reparties à la hausse après avoir fortement baissé au mois de mai et de juin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.